Cette histoire est arrivée à mon amie il y a quelques années. Appelons-la Kayla. Les parents de Kayla étaient sortis un soir pour aller au restaurant. Ils lui ont proposé de les accompagner, mais comme elle avait un examen le lendemain matin, elle a préféré rester chez elle pour étudier. Ses parents sont partis vers 19h et elle est restée seule à la maison. Elle était dans sa chambre, en train de réviser pour son examen. 1 heure après le départ de ses parents, il a commencé à pleuvoir très fort. Le bruit l'empêchait de se concentrer. Elle a donc mis son casque avec de la musique d'ambiance pour essayer de retrouver sa concentration. Mais à cause de ça, elle ne pouvait donc plus rien entendre d'autre. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas entendu quand, 1 demi-heure plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte. Elle a eu soif au bout d'un moment, et ce n'est que là qu'elle a enlevé son casque pour aller se chercher à boire dans la cuisine. En s'y dirigeant, elle a entendu des bruits de pas. Elle savait que ses parents n'étaient pas supposés revenir avant bien plus tard. C'était bizarre qu'ils soient rentrés aussitôt. Il y avait une fenêtre dans les escaliers qui donnait sur le parking. Et quand elle a regardé à l'extérieur, elle n'a pas trouvé la voiture de ses parents. C'est là qu'elle a compris que quelque chose n'allait pas. Elle a couru sans bruit dans sa chambre, fermant la porte à clé derrière elle. Elle a aussitôt appelé ses parents pour les prévenir. Et ils ont quitté le restaurant sur le champ pour rentrer. Son père lui a dit de rester enfermé dans sa chambre et de se cacher sans faire de bruit dans son placard. Pendant que ses parents appelaient la police depuis leur voiture, Kayla s'est cachée selon les instructions de son père. Pendant qu'elle était là-dedans, elle a entendu l'intrus monter les escaliers et essayer d'ouvrir chacune des portes de la maison. Quand il est arrivé à la sienne et qu'il a remarqué qu'elle était fermée à clé, il s'est mis à frapper très fort dessus, essayant de la forcer en hurlant de le laisser entrer. Heureusement, au moment où il a réussi à casser la porte et entrer, les sirènes de police se sont fait entendre. L'intrus s'est enfui, mais Kayla est quand même restée dans le placard jusqu'à ce que des policiers viennent la secourir. Ils ont ensuite fouillé toute la maison et les environs, mais n'ont malheureusement trouvé personne. À ce jour, Kayla refuse de rester seule chez elle et n'a plus jamais écouté de musique sur son casque depuis. Dieu seul sait ce qui aurait pu lui arriver si elle ne les avait pas enlevés à ce moment crucial. Je suis une fille de 16 ans originaire de la Finlande. J'ai vécu une expérience très effrayante que j'ai envie de partager avec vous. Je ne crois pas vraiment aux activités paranormales, mais ce qui m'est arrivé a profondément ébranlé mes convictions. Quand j'avais 7 ans, ma famille a emménagé dans une nouvelle maison, qui avait été construite dans les années 50. Cette maison était gigantesque et sur 3 étages. À l'époque, je n'avais qu'une seule petite sœur, âgée de 2 ans. Un jour, mes parents étaient à la maison avec ma sœur, juste en train de se reposer. Je n'y étais pas à ce moment-là parce que j'étais sortie avec des amis. Mais ce jour-là, ma petite sœur a brusquement changé et est devenue très étrange. Ma mère lui a demandé ce qui n'allait pas et ma sœur a pointé l'escalier en disant « Cette fille n'est pas ma sœur ». Ma mère s'est dit que c'était sûrement l'imagination active d'un enfant et n'en a rien pensé. Mais ma sœur a continué de dire des choses bizarres du style « Il y a une petite fille, qui est cette petite fille ?» en pointant son doigt vers les escaliers vides. Au point où ça a commencé à mettre mes parents très mal à l'aise. Quelques semaines plus tard, des amis de la famille sont venus nous rendre visite. Ils avaient une petite fille de 3 ans, appelons-la Anna. Anna s'est assise à la table de la cuisine. Depuis cette place, elle avait une vue directe sur les escaliers. Anna a fixé les escaliers pendant un moment, puis a lancé « Pourquoi il y a une fille toute aplatie ?» Mes parents et ceux d'Anna n'ont rien vu du tout. Nous gardions toujours les lumières des escaliers allumées, au cas où quelqu'un aurait besoin d'aller aux toilettes ou autre pendant la nuit. Parfois, nous entendions tous des bruits de pas dans ces escaliers, alors qu'il n'y avait personne. Nous étions plus intrigués qu'effrayés à ce stade. Un jour, quand j'avais 13 ans, j'étais restée réveillée tard dans la nuit. Tout le monde s'était déjà couché, mais je voulais rester à regarder des vidéos. En pleine nuit, les lumières des escaliers se sont brusquement mises à s'allumer et à s'éteindre très vite pendant environ 1 minute. J'avoue que ça m'a fait très peur. Mon autre petite sœur, Suzanne, est née en 2018. Le dernier incident paranormal dans cette maison s'est passé en 2019, quand ma petite sœur avait presque 2 ans. Mes parents et Suzanne étaient dans le salon, quand Suzanne a brusquement pointé le plafond et a demandé qui était la fille là. Parfois elle demandait la même chose à propos de la fille dans les escaliers et d'une autre dans le salon. C'est ça les incidents de mon expérience paranormale. Mes parents et moi n'avons aucune idée de ce que mes sœurs et Anna ont vu quand elles étaient petites. Depuis qu'elles ont grandi, elles ne se souviennent de rien concernant la petite fille fantôme. Je me demande si une fillette a perdu la vie dans notre maison avant qu'on y emménage.
J'entends toujours des bruits de pas dans les escaliers alors qu'il n'y a personne. Mais ça ne me fait pas peur. Si c'est bien une fillette fantôme, j'espère qu'elle pourra un jour reposer en paix. Cette histoire est arrivée en décembre 2019. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, gardez en tête que le contexte de cette histoire est l'anniversaire de ma cousine. Et c'était également le même jour que notre réunion de famille. Ce qui voulait dire que tous mes oncles, tantes et cousins étaient là. Mes cousins et moi fêtions notre réunion de famille dans une toute petite province aux Philippines. Nous étions en train de nager dans la piscine vers 17h, profitant de notre temps ensemble et nous amusant. Nous avons joué à toutes sortes de jeux pendant que les adultes parlaient entre eux. À minuit pile le 11 décembre, nous avons chanté un joyeux anniversaire à notre cousine, Ashley. Mais alors que nous chantions, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Gardez en tête que nous étions tous rassemblés autour d'elle pour chanter. Plus personne n'était dans l'eau, mais nous étions toujours en maillot de bain. Donc, nous étions autour de la table, chantant pour Ashley, lorsque j'ai vu Ashley, dans le coin de la piscine, debout sur l'eau. Je me suis frotté les yeux, n'arrivant pas à croire à ce que je voyais, et priant pour que ça soit juste mon imagination. Mais une autre Ashley était bien en train de me fixer. Elle ne souriait pas, elle me regardait juste fixement. Je me suis tournée vers la Ashley de la table pour qui nous étions en train de chanter, qui souriait et prenait des photos avec son gâteau. Je n'ai rien dit à personne pour ne pas les effrayer, jusqu'au lendemain matin. Je me souviens que j'avais dormi à côté d'une cousine, qui elle dormait à côté d'Ashley. J'ai été réveillée par l'alarme de ma cousine, ce qui voulait dire que les autres l'avaient probablement entendue aussi. J'ai remarqué qu'Ashley n'avait pas bougé et dormait toujours à sa place, ce qui était un soulagement. J'avais peur que quelque chose de grave n'arrive à cause de ce que j'avais vu. La journée est passée et il était temps de rentrer chez soi. Je n'étais pas dans la même voiture qu'Ashley, car nous étions nombreux et répartis entre plusieurs voitures. Et vous savez quoi? La voiture dans laquelle elle était a eu un accident. Personne n'a rien eu, à l'exception d'Ashley, qui en est morte sur le coup. Elle a perdu la vie le jour de son anniversaire. J'étais tellement triste pour elle. C'est là que j'ai raconté à tout le monde que j'avais vu son doppelganger. Mais personne ne m'a cru. À ce jour, je me demande encore si sa mort est due à ce que j'avais vu, ou si ce n'était qu'une coïncidence macabre. Cette histoire nous vient de Freddy, un médecin indonésien qui travaille dans un hôpital en Indonésie. Il aimerait nous partager une des expériences les plus bizarres qu'il ait vécues dans le cadre de son travail. Cet incident lui est arrivé il y a de cela 5 ans, quand il était encore un étudiant en médecine en stage à l'hôpital. C'était pendant une garde de nuit dans le département de pédiatrie. Il y avait très peu de patients à ce moment-là, surtout dans l'unité de soins intensifs. Freddy se souvient qu'il n'y avait aucun patient initialement, jusqu'à ce qu'un nouveau bébé arrive. La mère de ce bébé avait tragiquement perdu la vie à l'hôpital, après une hémorragie faisant suite à son accouchement. Le bébé était en sous-poids à sa naissance, pesant seulement 1,5 kg et était très frêle. Le père, dévasté comme on pouvait s'y attendre, voulait emmener le bébé chez lui contre avis médical. Mais le docteur le lui a formellement interdit. Ce pédiatre en particulier était connu pour être très sévère et même intimidant quand il donnait des cours aux internes. Mais avec ses patients, il était toujours compatissant et amical. Vers 2h cette nuit-là, Freddy et les 2 infirmières avec lui ont fini leur tâche et s'apprêtaient à se reposer pendant un court moment, quand le pédiatre est brusquement entré pour examiner le bébé. C'était très inhabituel, puisqu'il ne visitait en général ses patients que dans la matinée. Lorsqu'ils lui ont demandé ce qui l'amenait à une heure aussi tardive, il est resté silencieux. Son attitude leur paraissait très bizarre. Il est entré dans l'unité des soins intensifs sans explication. Et même s'il avait déjà 5 patients sous sa charge, il ne s'est concentré que sur le bébé prématuré. Le docteur a semblé très inquiet de voir que le tube d'oxygène nasal du bébé n'était pas positionné correctement. Il a soulevé le bébé avec un grand soin et l'a serré dans ses bras, des larmes coulant sur ses joues. Il a ensuite remis le bébé dans l'incubateur avec douceur, puis a quitté l'endroit sans aucune communication verbale, ni signature sur le registre. Freddy et les infirmières étaient sous le choc de la scène, et ils ont dû se secouer pour reprendre leurs tâches et éventuellement se reposer. Vers 7h du matin le lendemain, le docteur est revenu à l'unité de soins intensifs et a demandé à Freddy « Y avait-il un nouveau-né ici hier ? S'il vient d'arriver, j'ai besoin de l'examiner. » Freddy lui a répondu qu'en effet, il y avait un nouveau patient, mais qu'il l'avait déjà examiné dans la nuit. À son grand étonnement, le docteur a paru confus
et a nié être venu voir le bébé la nuit dernière. Il a même sous-entendu que Freddy dormait et avait rêvé la scène. Les infirmières et lui étaient de nouveau stupéfaits. Et à ce jour, il continue de se demander « Et si ce n'était pas vraiment le docteur qui était venu, mais quelqu'un ou quelque chose l'ayant possédé ?» Cette histoire est arrivée à John quand il avait 21 ans. Il avait un ami de son âge, qui s'appelait Steve. Steve était très gentil, mais il complexait énormément sur son visage. Il avait de sérieux problèmes de peau, et c'était dur pour lui de rencontrer du monde. Un autre de ses amis se moquait constamment de son visage, donc à un moment donné, il a refusé de sortir de chez lui, et s'est complètement isolé socialement. Il s'enfermait chez lui comme un fantôme hantant l'endroit. John était son seul ami. Un jour, en allant lui rendre visite pour le sortir de sa morosité, John a constaté qu'il devenait de plus en plus sombre. Une collection de boissons énergétiques était empilée sur son bureau, et son apparence avait empiré. Pour passer le temps, il avait découvert le dark web, et n'arrivait pas à arrêter. Il y avait tellement de choses à découvrir sur le dark web, ça le stimulait et ça l'empêchait de penser à sa réalité déprimante, ce qui l'isolait encore plus. Dans le monde du dark web, vous pouvez voir des choses qui n'arrivent pas dans la vie réelle. Et pour quelqu'un qui voulait échapper à la réalité, ça devenait vite une addiction. John était inquiet pour lui et lui a dit qu'il devrait arrêter d'aller dessus. Mais Steve ne l'a pas écouté. Un autre jour, alors que John était chez lui pour jouer, il a pu voir Steve trouver un site terrible sur le dark web. Un site qui hébergeait des images de gens en train de se faire écorcher vif. John a aussitôt été profondément dégoûté, mais son ami était curieusement intrigué, se demandant si les photos étaient vraiment réelles. John lui a dit d'arrêter de regarder ces horreurs, mais il a continué à explorer le site. « Commencez votre nouvelle vie. Nous vous fabriquerons un nouveau visage », était écrit en lettres rouges. De ce que John a pu comprendre, il retirait la peau du visage de gens pour la transplanter à d'autres personnes. Une sorte de chirurgie plastique illégale. C'était inconcevable pour John, ce n'était forcément que des bêtises. Il s'est persuadé que c'était un faux site fait par quelqu'un pour effrayer les curieux. Mais Steve a insisté pour en savoir plus. Il a envoyé un email. Quelques jours plus tard, il a disparu sans laisser de traces. Et il n'a plus jamais été revu depuis. Personne ne savait ce qui lui était arrivé, pas même sa famille. Mais vous savez quoi? Quand John regardait par la fenêtre de sa chambre parfois, il voyait un homme en train de regarder sa maison de loin. C'était un homme très séduisant. Il regardait sa maison pendant un moment, comme s'il était perdu dans ses pensées. Puis il disparaissait. Au début, John pensait que c'était quelqu'un qui cherchait une adresse, ou qui habitait dans le quartier. Mais un jour, la réalisation l'a frappé. Était-ce possible que l'homme soit Steve? Peut-être qu'il était venu avec son nouveau visage pour lui montrer, mais n'a pas osé aller plus loin. Quoi qu'il en soit, John espère qu'il est bien vivant et en bonne santé quelque part. Cette histoire m'est arrivée quand j'avais 12 ans. J'étais avec ma mère, dans le métro pour rentrer à la maison. Un homme tenant un sac en papier était debout en face de nous. Je sentais bien qu'il n'arrêtait pas de me fixer, et gênée, j'ai pris le téléphone de ma mère pour m'occuper et l'ignorer. Mais l'homme a soudainement dit « Elle ressemble beaucoup à ma fille ». J'étais surprise au début, mais sa remarque a fini par me soulager, parce qu'il ne me regardait pas pour de mauvaises raisons. Ma mère a répondu « Oh, merci » et a essayé de couper court, mais il a continué. Ma fille aussi est jolie, elle a l'air d'avoir le même âge que ma fille. Ça doit être difficile de prendre le métro si tard dans la nuit. Puis nous a tendu le sac en papier qu'il tenait et a dit « J'ai fait un peu de pain aujourd'hui, donnez-le à votre fille. » Ma mère a refusé à plusieurs reprises, mais l'homme a insisté en disant « Vous savez, la plupart des enfants ont faim à cette heure-ci. C'est vraiment un pain délicieux. » C'était difficile d'ignorer quelqu'un d'aussi insistant, et ma mère s'est sentie obligée d'accepter le sac, que j'ai gardé posé sur mes jambes en attendant d'arriver enfin à notre station pour descendre. Après un moment, il s'est remis à me parler. « Pourquoi tu ne manges pas ?» Je ne savais pas quoi faire. Hésitante, j'ai répondu « Oh, je viens de manger, je n'ai pas encore faim. Je le mangerai plus tard. » Mais on dirait qu'il ne m'a pas écouté, parce qu'il a répété « J'ai dit, pourquoi tu ne manges pas ?» Son expression était bizarre et rigide, presque énervée. Elle m'a tellement marquée que je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je me suis excusée poliment et je lui ai retourné la question. « Pourquoi m'avoir donné ce pain au lieu de votre fille ?» Il a répondu
« Oh, c'est parce que je ne peux plus voir ma fille. » Ma mère, qui commençait à être effrayée, m'a regardé en silence avant de me tirer vers elle. « Nous allons bientôt descendre, ma chérie. Allons vers la porte. » Elle m'a prise pour m'emmener près de la porte. Et pendant les 10 minutes qui précédaient notre arrêt, l'homme ne m'a pas quitté des yeux. Juste avant que nous n'arrivions à la station, il s'est approché de nous en répétant « Je t'ai donné de la nourriture. Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu ne manges pas ?» Ma mère n'aimait pas la confrontation, donc nous avons juste pris sur nous en attendant désespérément notre arrêt. Chaque seconde semblait durer des heures. Heureusement, nous avons fini par y arriver. Et dès les portes ouvertes, nous nous sommes précipités à l'extérieur comme si on était pourchassés. J'ai hésité à manger le pain sur le chemin du retour, mais à cause de son attitude, je me sentais très méfiante. Pourquoi avait-il essayé de me forcer à le manger? J'ai fini par jeter le sac, mais plus j'y pensais, plus je trouvais cette interaction très sinistre. Cette histoire nous vient d'André, et lui est arrivé il y a à peine 5 semaines. Il a un collègue du nom de Mike. Mike est quelqu'un de très jaloux, qui pense qu'il vaut mieux que tous les autres réunis, bien qu'il ne fasse absolument aucun travail. Il n'aimait pas quand ses collègues lui adressaient la parole, mais s'attendait à ce qu'ils soient tous intéressés par ce qu'il avait à dire. Passons maintenant à l'histoire. André travaille pour une entreprise aux horaires décalés, ce qui l'obligeait à se lever à 2 heures du matin pour se préparer et partir de chez lui à 5 heures. Se réveiller n'était donc pas sa partie préférée. Mais la paye en valait le coup et le travail était stable, donc il faisait avec. Mike n'était pas payé comme tout le monde en revanche. Il touchait 5% de moins que les autres parce qu'il ne travaillait pas assez. Il passait donc son temps à défouler sa rage sur ses collègues. Comme le jour où André était au cinéma, quand soudainement Mike s'est approché de lui pour le frapper, même s'il était au premier rang, au vu et au su de tout le monde. Une autre fois, André était dans un bar en train de jouer aux fléchettes. Mike est arrivé, a pris une fléchette et a essayé de le poignarder avec, devant tout le monde. André a réussi à l'éviter, et avec l'aide des autres hommes dans le bar, ils ont jeté Mike dehors. Il y a quelques mois, André et sa petite amie étaient sur le point de s'embrasser, quand Mike est apparu à sa fenêtre et a pris une photo d'eux avec un vieux Polaroid. Pendant qu'il secouait la photo, André l'a frappé à l'en mettre KO, puis a emmené son corps inconscient chez lui. Mais l'incident suivant était de loin le pire de tous. C'est arrivé alors qu'André était chez lui, en train de dormir, quand soudainement, il a été réveillé par des coups violents à sa porte. « Réveille-toi, André !» il a entendu crier à l'extérieur. Il a immédiatement reconnu la voix, c'était Mike. Il a aussi entendu ce qui ressemblait à une moto. Mais ce qu'il a vu était bien pire. C'était une tronçonneuse. « Je veux te voir mourir !» a hurlé Mike de l'autre côté de la porte. André a sauté pour prendre son fusil d'airsoft, et au moment où Mike a réussi à entrer, il lui a tiré dessus. D'abord dans la jambe, puis à l'œil. Puis il a essayé de courir pour appeler la police. Mais Mike tenait toujours debout. Il a réussi à le toucher avec la tronçonneuse, lui arrachant une bonne partie de son bras gauche. André a hurlé de douleur, mais a malgré tout réussi à se tourner et à tirer dans ses parties intimes 2 fois. Mike est tombé au sol, et André a enfin pu appeler la police. Mike a été arrêté, et André a tout de suite acheté un billet d'avion pour une autre ville. Après son vol, il a reçu un appel de la police pour l'informer que Mike avait assassiné un autre de ses collègues avant de venir chez lui et qu'il avait prévu de tuer toute l'équipe. Chaque matin en se réveillant, André regarde à l'extérieur et remercie le ciel d'avoir survécu à ce drame. Il ne veut pas imaginer ce qu'il aurait subi s'il ne s'était pas réveillé à temps cette nuit-là. Ethan avait un ami du nom de Craig, avec qui il était ami depuis son enfance. Ils s'étaient perdus de vue depuis des années, mais un jour, ils se sont croisés par hasard dans la rue. Ethan l'a tout de suite reconnu et l'a salué chaleureusement, mais Craig semblait différent. Il avait des cheveux bouclés quand Ethan le connaissait, qui étaient maintenant rasés, et il n'arrêtait pas de cacher sa main droite derrière son dos. Ethan a essayé de lui serrer la main, mais Craig n'a jamais sorti sa main droite. Il lui a tendu uniquement la gauche. Ethan lui a demandé s'il avait un souci avec sa main, et il a répondu « Je n'utilise pas ma main droite normalement ». Ethan a trouvé ça bizarre, mais ne s'est pas attardé dessus. Et depuis ce jour-là, ils se sont souvent revus pour passer du temps ensemble. Et Craig gardait tout le temps sa main droite dans sa poche. Il ne comprenait pas pourquoi,
mais il a supposé que son ami avait ses raisons. Puis soudainement, il a perdu contact avec Craig. Ethan est allé chez lui, mais il avait déménagé. Il semblerait qu'il avait également changé son numéro de téléphone. C'était étrange, mais encore une fois, Ethan s'est dit que son ami devait avoir ses raisons. Cependant, quelque temps plus tard, il a reçu une visite de la police. Ils lui ont montré une vidéo de caméra de sécurité où on le voyait en train de parler à Craig. La police le soupçonnait d'avoir kidnappé et assassiné une femme. Il était actuellement recherché. Puisqu'il n'y avait que le dos de Craig qui était visible sur la vidéo, la police a demandé à Ethan s'il avait une photo de lui. Ethan était sous le choc. Puis il a réalisé quelque chose. Craig avait l'habitude de regarder partout autour de lui où qu'il allait, même le plafond. Parfois, il se retournait soudainement et lui tournait le dos en parlant. Quand ça arrivait, Ethan se demandait ce qui lui prenait. Mais désormais, il comprend que c'était pour éviter les caméras de sécurité. Ethan s'est également souvenu qu'il n'avait jamais pris de photo de Craig. À chaque fois qu'il essayait, il s'énervait et se cachait le visage. N'ayant pas de photo à donner à la police, Ethan a fait de son mieux pour le leur décrire. Quand ils sont partis, il était toujours sous le choc. Son ami était un criminel. Quelques semaines plus tard, il a reçu un nouvel appel de la police. Craig avait été arrêté. C'est là qu'Ethan a appris la vérité choquante. Il s'est avéré que Craig avait coupé tous les bouts des doigts de sa main droite afin de ne plus avoir d'empreintes. Il n'utilisait que cette main-là pour s'introduire chez des femmes, commettre des crimes et s'enfuir. C'est pour ça qu'il gardait toujours sa main droite cachée. Un autre souvenir lui est revenu. Quand il allait chez lui, Ethan le voyait s'entraîner avec un sac de frappe de forme humaine, n'utilisant qu'une seule main pour l'attaquer et le maîtriser. Ethan pensait que c'était juste pour faire du sport. Les parents de Danny le pensaient fou. Ils l'ont fait interner dans un hôpital psychiatrique. Mais Danny ne se souvient pas de ce qu'il avait fait. Et il sait qu'il n'est pas fou. Il y avait tellement de patients dans cet hôpital. L'un d'eux n'arrêtait pas de lui parler, se vantant d'être le successeur de Satan. Un autre ne faisait qu'errer dans la zone commune du matin au soir. Il faisait des allers-retours entre le salon et le coin de la salle de bain, tous les jours. Un jour, Danny a fait la connaissance d'un patient qui semblait incapable de parler. Il a penché la tête vers lui en lui faisant un étrange signe de la main. Pour ne pas être malpoli, Danny lui a adressé un sourire gêné. Mais le patient l'a soudainement fixé avec un regard enragé, puis a crié en faisant des sons étranges. Danny a essayé de le calmer, mais l'homme continuait de crier. Puis s'est soudainement allongé à plat sur le sol, battant des bras et couinant comme un oiseau. Puis il a secoué la tête d'avant en arrière, bougeant comme si c'était réellement un oiseau en train de picorer. Il s'est frappé violemment la tête contre le sol, au point où sa bouche et son nez saignaient. Ses yeux fixaient Danny d'un regard vide, comme s'il n'y avait plus aucune intelligence ou mémoire chez lui. Il agissait comme s'il ne comprenait pas le langage humain. Il se contentait de cligner des yeux en penchant la tête. Danny a été tellement effrayé qu'il s'est enfui de là. Cette nuit-là, il a été réveillé en pleine nuit par des cris. Apparemment, un patient avait sauté du toit, et depuis, l'hôpital a été plongé dans le chaos. L'aile des patients se situait au 12e étage d'un bâtiment. Il y avait des excréments sur le toit, laissés par la personne qui avait sauté. Il s'était déshabillé, puis avait plongé, mourant sur le coup à cause de la chute. C'était la même personne que Danny avait rencontrée ce jour-là. C'était toujours un mystère, comment il avait réussi à s'échapper à accéder au toit, malgré la surveillance stricte du personnel. Ce que Danny a appris ensuite par la famille de la victime l'a choqué. Il avait un oiseau de compagnie, un merle. Un jour, il a dit qu'il voulait apprendre à voler dans le ciel et à essayer un sort de magie noire pour changer d'âme entre lui et l'oiseau. Sa famille a dit que c'était quelqu'un de très normal et de très actif. Cependant, après avoir lancé le sort, il s'est retrouvé incapable de parler et incapable de prendre soin de lui. Il faisait ses besoins et mangeait comme un animal. Sa famille était dévastée, disant que c'était ce merle qui avait causé cette mort tragique. Plus tard, ils ont essayé de libérer l'oiseau, mais il refusait de s'éloigner. Il ne faisait que rentrer chez lui, encore et encore. Cette histoire nous vient d'Anouche. Elle lui est arrivée en 2017, alors qu'il n'avait que 10 ans.
Son ami Jasper et lui allaient à la même école et vivaient dans le même quartier. Chaque week-end, ils allaient dans une forêt des environs pour y jouer et s'amuser. La forêt n'était pas très dense, et il y avait même quelques maisons qui s'y trouvaient, donc leurs parents ne s'inquiétaient pas trop quand ils y allaient. Un jour, Jasper et Anouche étaient en train de se balader dans cette forêt, quand ils sont tombés sur une maison qu'ils n'avaient jamais vue. En avançant dans sa direction, une femme en est sortie et les a remarqués. Elle leur a souri et leur a fait signe de la main, puis les a appelés pour leur demander d'aller lui acheter quelques piments verts. Elle leur a donné de l'argent et leur a dit où aller. Elle avait l'air très amicale, et leur a même donné de l'argent en plus pour s'acheter des choses qui leur feraient plaisir. Les deux amis ont donc accepté et sont allés lui acheter ce qu'elle voulait. Ils sont ensuite revenus à la maison et lui ont donné les piments. La femme leur a demandé d'attendre et les retourner à l'intérieur. Aussitôt après, ils ont entendu un bruit fort. On aurait dit un mixeur. Pour vérifier, Anouche a jeté un coup d'œil à une des fenêtres et a vu la femme en train de mixer les piments pour en faire une pâte. Puis il l'a vu quitter la cuisine, donc il est retourné à la porte, là où Jasper se trouvait. Ce qui est arrivé ensuite est la chose la plus terrifiante qu'Anouche ait jamais vécue de sa vie. La femme leur a montré le bol de pâte de piment qu'elle avait fait, puis elle en a pris à pleine main et se l'est étalé sur le visage et les yeux. Les deux garçons ont hurlé pendant qu'elle riait hystériquement, son visage couvert de pâte de piment. Ils ont essayé de s'enfuir, mais la femme a réussi à attraper Anouche. Jasper a pu s'enfuir, le laissant seul avec la femme qui l'a traîné à l'intérieur avant de verrouiller la porte. Elle lui a dit de s'étaler la pâte à son tour sur le visage. Anouche a refusé, jetant le bol par terre, puis s'est mis à pleurer et à crier à l'aide. La femme est entrée dans une colère noire et l'a giflé à plusieurs reprises pour essayer de le faire taire. Puis elle a entendu un bruit à l'extérieur. C'était Jasper, qui était revenu avec les voisins des environs. Il les avait tous alertés pour l'aider. La femme a entendu le bruit et a essayé de s'enfuir par la porte arrière, mais elle a été rattrapée. Des voisines du groupe qui les avaient aidés les ont reconnus et les ont ramenés chez eux, en racontant tout ce qui s'était passé à leurs parents. Les deux amis les ont écoutés parler. Apparemment, la femme dans cette maison s'était échappée d'un hôpital psychiatrique. Elle avait tué une mère et son fils qui habitaient là, et a pris leur place pendant quelques semaines. Jasper et Anouche ont dû suivre une thérapie pour se remettre de ce qui s'était passé. Ils ont maintenant 17 ans et sont toujours meilleurs amis. Anouche est reconnaissant à Jasper de lui avoir sauvé la vie. S'il n'avait pas appelé les voisins, Anouche n'aurait pas survécu ce jour-là. Salut, je m'appelle Maria, et ce que je vais vous raconter est une histoire vraie qui m'est arrivée. J'ai 15 ans et j'habite aux Philippines. Juste pour info, je suis actuellement en 3e année du lycée, ce qui aux Philippines correspond à la 9e. Nos cours commencent à midi, pour se finir entre 18h45 et 19h. Dans notre pays, il y a un véhicule que l'on appelle un tricycle. C'est un véhicule à 3 roues constitué d'une petite voiture attachée à une moto. En général, je rentrais chez moi avec une de mes camarades, mais ce jour-là, elle était malade et n'était pas venue en cours. Bref, les cours se sont finis plus tard que prévu, vers 19h10. Ça faisait une dizaine de minutes que j'attendais un tricycle pour rentrer. Mais malheureusement, il n'y en avait aucun à ce moment-là. L'attente m'a frustrée, et j'ai décidé de rentrer à pied, même si ma maison était loin de l'école. Ça ne faisait même pas 5 minutes que je marchais, quand un tricycle s'est arrêté à côté de moi. J'étais soulagée, pensant que je n'aurais peut-être pas besoin de marcher pour rentrer finalement. Mais quand j'ai vu le chauffeur, j'ai eu peur. Il était plutôt beau et avait l'air d'avoir 19 ou 20 ans. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai eu peur alors. C'est parce que le chauffeur souriait d'une oreille à l'autre en me regardant fixement. Je me suis demandé si je devais monter ou renoncer, mais en pensant à quel point il était tard et à quel point j'étais encore loin de chez moi, j'ai décidé. J'ai donné mon adresse au chauffeur et il a démarré. J'étais très nerveuse, donc j'ai sorti mon téléphone pour envoyer par SMS à mes parents la plaque d'immatriculation du tricycle. Pendant que j'écrivais, le chauffeur m'a demandé quel âge j'avais. J'ai eu des frissons quand j'ai entendu sa voix. Elle était profonde et m'a mise mal à l'aise. Je lui ai répondu avec hésitation que j'avais 15 ans. « Tu es en 9e, c'est bien ça ?» il a demandé. J'ai répondu oui, toujours en hésitant. Puis il m'a posé des questions personnelles sur mes hobbies, à quelle heure je rentrais des cours, et si j'étais toujours seule pour rentrer aussi tard. Il était occupé à me parler, quand il a vu une vieille dame sur le bord de la route, attendant aussi un tricycle. Il s'est arrêté juste devant elle, et elle est montée à son tour. Elle lui a donné son adresse, et le chauffeur s'est remis en route. La vieille dame était occupée à chercher de l'argent dans son sac, quand elle s'est soudainement arrêtée pour me regarder. Elle m'a chuchoté que sa maison n'était pas loin de là,
et m'a proposé de rester avec elle, parce qu'elle avait remarqué que le chauffeur était bizarre. Dès que le tricycle est arrivé devant chez elle, nous sommes descendus ensemble. Nous sommes rentrés chez elle, et j'ai pu appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Je leur ai raconté ce qui s'était passé, et ils ont immédiatement remercié la vieille dame. Depuis cet incident, mon père s'est mis à venir me récupérer à chaque fois à l'école. Des mois plus tard, j'étais en train de regarder la télé avec ma famille, quand le chauffeur de ce fameux soir est apparu aux infos. Le journaliste disait que c'était un criminel recherché, qui avait tué de nombreuses jeunes filles, et qui avait enfin été arrêté après 2 ans de traque. L'âge des victimes variait entre 17 et 20 ans. J'étais à la fois choquée et terrifiée, en me souvenant à quel point il m'avait paru anormal et dangereux. J'ai eu de la chance de ne pas avoir été une de ces victimes, et je suis très reconnaissante à la vieille dame qui m'avait sauvée de lui. Je continue toujours de me demander ce qui me serait arrivé si nous n'avions pas croisé cette gentille dame. Quand cette histoire est arrivée à Mathieu, il n'avait que 10 ans, et sa grande sœur en avait 12. Leur père est décédé quand ils étaient très jeunes, et à ce jour, leur mère ne s'est jamais remariée. Pendant leur enfance, leur mère allait souvent à des rencarts avec des hommes qu'elle rencontrait, mais ça n'a jamais mené à quoi que ce soit de sérieux. Le vendredi soir de cette histoire, elle était allée à un rencard comme d'habitude, les laissant seuls à la maison. Elle partait en général après qu'ils se soient couchés, et prenait soin de verrouiller la porte. Mais cette nuit-là, ça avait dû lui échapper. Leur salon donnait sur le couloir où se trouvaient les chambres. La chambre de Mathieu était la 2e du couloir, et celle de sa sœur était la 3e. Au beau milieu de la nuit, le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant l'a brusquement réveillé. Il s'est dit que c'était probablement sa mère qui rentrait de son rencard, donc il a juste changé de position et a essayé de se rendormir. Quelques minutes plus tard, il a de nouveau entendu une porte. Seulement cette fois, sa sœur est entrée dans sa chambre, terrifiée. Elle lui a dit que quand elle s'est réveillée, elle a vu un homme devant la porte, la regardant fixement. Il portait un long manteau noir. Il n'a jamais rien dit, et quand il a réalisé qu'elle l'avait vu, il a fait demi-tour et est sorti. Mathieu a attrapé sa batte de baseball de son placard et s'est prudemment avancé vers le salon. La porte d'entrée était grande ouverte. En voyant ça, sa sœur a appelé leur mère, qui a appelé la police. Quand ils sont arrivés, ils ont cherché des empreintes de l'intrus, mais n'ont rien trouvé. Le plus bizarre, c'est que rien n'avait été volé de la maison. L'homme était entré, mais n'avait rien pris. Ils sont restés avec leur grand-mère la nuit suivante, et celle d'après. Le jour suivant, la police est retournée chez eux pour essayer de trouver d'autres indices. Leur mère avait bien remarqué qu'une des chaises du patio était manquante. Elle a été retrouvée dans les bois derrière leur maison, au sommet d'une petite colline. L'homme avait pris leur chaise, l'avait installée là, et s'était assis pour les observer. Combien de temps était-il resté là? Apparemment, il y a eu 2 autres intrusions similaires dans les quartiers. L'intrus pénétrait dans la maison sans rien voler, et toutes ces victimes étaient des mères célibataires. Que serait-il arrivé à leur mère si elle avait été présente ce soir-là? Quelques semaines plus tard, un homme correspondant à la description de l'intrus a été retrouvé mort d'une overdose. C'était probablement la même personne, car les cambriolages bizarres se sont définitivement arrêtés après ça. Je m'appelle Samira, et cette histoire perturbante a été racontée à ma mère par mon grand-père, qui me l'a racontée à son tour. Il y a des années, avant que mes parents ne viennent s'installer au Canada, ils vivaient dans le petit village d'un pays en Afrique de l'Est, ravagé par la guerre. À cette époque, cette guerre durait déjà dans le pays depuis plus de 4 décennies, et à cause de ça, plusieurs endroits étaient considérés comme hantés à cause de tous les massacres qui s'y étaient produits. Pour vous donner une idée plus précise de ma famille, sachez que je viens d'une longue lignée d'exorcistes. Donc les membres de ma famille sont habitués à vivre et à gérer des expériences paranormales. Mon grand-père maternel était connu pour ses expériences. Il effectuait tellement d'exorcismes qu'à un moment, il rencontrait des esprits presque quotidiennement. Pour faciliter l'histoire, appelons-le Jabbar. Un jour, Jabbar était en train de traverser une forêt à vélo pour aller faire des emplettes dans un autre village. Après plusieurs kilomètres, il a aperçu un homme qui marchait seul sur la route. L'homme a fait signe à Jabbar de s'arrêter. Et puisqu'il était de nature gentille et serviable, il s'est arrêté pour voir si l'homme avait besoin d'aide. Ce dernier s'est approché de lui, et Jabbar a constaté qu'il était bien habillé. Il portait une robe blanche, avait une peau de couleur miel et des tresses africaines sur la tête. Pas une seule tache de saleté du voyage n'était visible. L'homme a demandé à Jabbar s'il pouvait grimper avec lui à vélo,
et Jabbar a accepté. L'homme est alors monté et ils ont poursuivi leur chemin ensemble. Après plusieurs kilomètres à pédaler, l'homme a dit à Jabbar qu'ils étaient très proches de sa destination. Il a donc arrêté son vélo pour qu'il puisse descendre. L'homme s'est avancé vers des buissons, puis s'est juste volatilisé. Jabbar était choqué. Il est resté figé de choc pendant une bonne minute, avant de reprendre enfin ses esprits. Secouant la tête d'incompréhension, il est remonté sur son vélo pour repartir. Ça fait des décennies que cette histoire circule dans leur famille, et ils pensent que l'homme était en fait une âme perdue d'une victime de la guerre. Salut, je m'appelle Hélène. Quand j'étais plus jeune, j'habitais avec ma famille dans une maison entièrement faite en bois. C'était en fait 2 maisons combinées en une, et il y avait une grande forêt juste derrière. Plusieurs incidents effrayants se sont produits quand je vivais là-bas, et je vais vous en raconter quelques-uns. Le premier incident concerne l'autre maison qui est connectée à la nôtre. Nous avions au départ un voisin, mais à peine quelques mois après leur emménagement, ils sont partis, et la maison est restée vide pendant un moment. Mais après leur départ, nous avons commencé à entendre un bébé pleurer la nuit. Et ce n'était pas juste le bébé, nous avons également entendu une femme pleurer et rire. Nous sommes allés vérifier bien sûr, mais nous n'avons jamais trouvé ni femme ni bébé. Le deuxième incident concerne l'énorme manguier derrière notre maison. Il était tellement proche qu'à chaque fois qu'une mangue tombait de l'arbre, elle s'écrasait sur notre toit, en faisant un énorme bruit comme si quelqu'un avait jeté une pierre. Après quelques années, mon père a décidé de couper l'arbre pour des raisons de sécurité. Il se faisait vieux, et quand il y avait des tempêtes, il y avait un risque qu'il tombe sur notre maison. Quand mon père l'a enfin coupé, je me suis dit que le bruit des mangues tombant sur le toit s'arrêterait enfin. Mais ça n'a pas été le cas. J'ai continué à les entendre assez souvent, sans explication. Le troisième incident concerne ma mère. Ma mère est une très bonne pâtissière, donc parfois les gens lui commandent des gâteaux. Elle les faisait en général la nuit, parce qu'en journée elle était occupée par son travail et ses responsabilités. Elle m'a dit qu'à chaque fois qu'elle était en train de faire des gâteaux la nuit, elle entendait quelqu'un ou quelque chose courir sur notre toit. Le quatrième incident a été vécu par ma petite sœur, qui a maintenant 8 ans. Nous avions une babysitter que ma petite sœur adorait. Elle la suivait partout, même dans la salle de bain. Une fois, en suivant la babysitter dans la salle de bain justement, elle en est ressortie en courant et en pleurant pour me rejoindre, puisque nos parents n'étaient pas à la maison à ce moment-là. Je lui ai demandé pourquoi elle pleurait, et elle a dit que la babysitter avait un visage effrayant. Quand elle nous a dit ça, nous avons tous couru dans la chambre de nos parents, parce que c'était là qu'était la babysitter pendant tout ce temps. Elle n'avait pas quitté la pièce depuis un bon moment, et n'était pas du tout allée dans la salle de bain. Ce n'était pas elle que ma sœur avait vue. D'autres incidents effrayants sont arrivés, mais c'est dur de se souvenir de tous. Nous avons déménagé de cette maison depuis, mais je continue à me demander si tous ces incidents ont un lien. Qu'est-ce qui faisait tous ces bruits? Et qu'est-ce que ma sœur avait vu? Était-ce encore là quelque part? Cette histoire est arrivée à Darren il y a quelques semaines, et il est encore en traitement dans un hôpital psychiatrique à cause de ça. Il ne sait pas pourquoi cet horrible incident lui est arrivé, si c'était de sa faute ou si c'était juste de la malchance. Il espère que les gens qui écouteront son histoire l'aideront à trouver une réponse. Il se souvient clairement de ce jour-là. C'était un après-midi du week-end, et il était allongé sur son canapé en train de regarder la télé, profitant de son temps libre. La sonnerie de sa porte a soudainement retenti, bien qu'il n'attendait personne. Il a sursauté de surprise, parce que personne dans son entourage ne viendrait lui rendre visite sans le prévenir au préalable. Il est allé à sa porte et a demandé qui c'était. À sa grande surprise, il a entendu une voix amicale. « Hé, c'est Shane, ton ami !» Darren s'est figé pendant un moment. Avait-il un ami du nom de Shane? Il n'arrivait pas à s'en souvenir. L'homme a continué à parler. « Nous étions dans la même classe en primaire. » Darren s'est enfin décidé à ouvrir pour le regarder. Il ne l'a pas vraiment reconnu, mais s'est dit que puisqu'il y avait tellement de temps qui était passé, il devait sûrement avoir beaucoup changé depuis. Shane a pointé du doigt sa tempe. Il y avait une grosse cicatrice très laide là. Puis il a dit « Tu ne te souviens pas de moi? Quand nous étions en primaire, tu m'as frappé avec un stylo juste là. Ça m'a fait très mal, mais tu ne t'es même pas excusé. Tu étais tellement horrible à l'époque, pas vrai ?» Il a éclaté de rire, rajoutant à la confusion de Darren, qui avait l'impression d'avoir reçu un coup sur la tête. Il ne savait pas pourquoi,
Mais peut-être à cause de la culpabilité ou du choc, un souvenir enfoui lui est soudainement revenu. D'une voix hésitante et d'un petit rire, il a répondu « Mais tu es à peine saignée à ce moment-là. Pourquoi il y a une cicatrice aussi grosse? Ce n'est certainement pas à cause de ça, si ?» Shane a sorti un stylo de sa poche. Un stylo vieux et rouillé. Darren a réalisé que c'était probablement le même stylo avec lequel il avait attaqué Shane quand ils étaient petits. Shane a regardé le stylo pendant un moment, avant d'essuyer les larmes sur ses joues. Il a dit « Tu ne sais pas à quel point ça m'a fait mal sur le moment. J'ai essayé de ne pas oublier cette douleur, parce que je dois me venger de toi. J'avais peur que si j'oubliais cette douleur, j'oublierais aussi mon désir de me venger de toi. Donc à chaque fois que je n'arrivais plus à me souvenir de la douleur, je me poignardais la tempe pour la ressentir à nouveau. Et maintenant il y a une grosse cicatrice. » En regardant Darren dans les yeux, il s'est poignardé à la tempe avec le stylo. Il a hurlé de douleur en serrant la mâchoire. Puis il a levé le stylo ensanglanté vers le visage de Darren. « C'est toujours la même douleur, mais je ne m'y habitue jamais. Ça fait toujours aussi mal. Eh bien, c'est à ton tour de la ressentir. Je me suis poignardé la tempe 180 fois en 15 ans. Tu dois te faire poignarder 180 fois aussi. » Ses yeux étaient pleins de rage et de folie. Il a tenu le stylo haut et a fixé sa tempe, comme s'il cherchait à bien viser. Darren a essayé de fermer la porte rapidement, mais Shane a été plus rapide et lui a attrapé le bras. Darren s'est débattu et a réussi à se dégager, puis l'a repoussé. Mais Shane ne s'est pas laissé faire et l'a tiré avec lui, les faisant tomber tous les deux au sol. Ils se sont battus, mais heureusement, Darren a réussi à prendre le dessus et lui a donné un coup à la tempe. Shane a hurlé de douleur. Darren l'a maintenu au sol, en criant à l'aide suffisamment fort pour que ses voisins l'entendent. Ils ont rapidement appelé la police, mais Shane continuait de crier, lui disant qu'il ferait mieux de payer sa dette rapidement, parce que plus le temps passait, plus le nombre où il devait se faire poignarder augmentait. Il lui disait que sa dette ne disparaîtrait jamais et que les intérêts continueraient de s'accumuler. La police est arrivée peu de temps après et l'a arrêté. Darren n'a pas hésité à déménager dans une autre ville loin de là, mais il vit toujours dans la peur. La peur que Shane retrouve encore une fois son adresse et vienne sonner à sa porte. Parfois, il se demande ce que ça donnerait de le contacter pour lui demander pardon. Il veut vraiment en finir avec cette peur et vivre confortablement. Mais quand il repense à l'horrible cicatrice de Shane et son insistance à lui faire payer sa dette, il se rend compte que c'est une très mauvaise idée. Cette histoire est arrivée à l'arrière-grand-père de Kevin, en Irlande, dans les années 30. Le soir en question, son arrière-grand-père, que nous allons appeler Alan, était dans son bar préféré. Ce soir-là, il a décidé de rester plus tard que d'habitude. Il n'est rentré que vers 1h du matin, une fois qu'il s'est senti assez sobre pour rentrer en marchant. Il s'est souvenu qu'il y avait des travaux sur le chemin qu'il prenait habituellement. Donc la seule autre façon de rentrer chez lui était de traverser un cimetière. Alors qu'il y avançait, il s'est senti effrayé d'à quel point c'était silencieux. Il a eu l'impression que quelqu'un ou quelque chose l'observait. Au moment où il allait enfin sortir du cimetière, il a entendu une voix l'interpeller. « Excusez-moi, monsieur, auriez-vous du feu ?» Alan a répondu que oui, et il a sorti son briquet. Dès qu'il l'a allumé, il lui a échappé des mains et est tombé par terre. Il s'est baissé pour le ramasser, mais ce qu'il a vu l'a plongé dans la terreur. Ce qu'il avait devant les yeux n'était pas des pieds, mais des sabots de chèvre plus précisément. Ils étaient énormes et il n'y en avait que 2, comme pour des jambes humaines. Alan a levé la tête, horrifié. Les seuls mots qui lui sont venus à l'esprit pour décrire ce qu'il voyait étaient « chose ». Une fois qu'il a réalisé ce qu'il avait sous les yeux, il s'est enfui en courant tellement vite qu'il ne se souvient même plus de ce qui s'était passé après. Depuis cette nuit-là, Alan n'est plus jamais resté au bar après minuit. Il ne savait pas ce qu'il avait vu exactement cette nuit-là, mais il savait au moins que ce n'était ni humain, ni animal. C'était peut-être un démon, ou peut-être même Satan lui-même. Alan ne l'a jamais su, et il n'avait pas spécialement envie de le savoir. Ma sœur et moi adorons faire du camping. Nous partons souvent en voyage loin de chez nous pour aller à notre coin de camping préféré près d'un lac. Ma sœur, Emma, était celle qui conduisait la plupart du temps, et elle regardait souvent son rétro pour vérifier que j'étais bien installée. Cette fois, cependant, quand elle a levé les yeux pour me regarder, elle a pâli instantanément, et son expression a trahi une peur intense. Elle m'a dit à voix basse :
il y a une femme assise à côté de toi, sans quitter le miroir des yeux. J'ai regardé à côté de moi, mais il n'y avait aucune femme. Quelle femme ? J'ai demandé. Je lui ai dit que si elle ne se sentait pas bien, on pouvait s'arrêter pour qu'elle se repose. Mais elle m'a hurlé de me taire. La femme, elle a une peau bleue, tu ne la vois pas ? Elle a crié. C'est là que j'ai senti une main froide, humide, glisser le long de mon épaule. Je n'ai pas osé regarder. Emma, qu'est-ce qui se passe ? J'ai demandé. Ne la regarde surtout pas. Mais avec ces mots, mon instinct s'est activé. Je devais regarder. Et j'ai vu une femme bleue, comme si elle avait nagé dans une eau gelée. Sa peau bleue glacée et ses yeux blancs m'ont donné envie de hurler de terreur. Un liquide sombre coulait de sa bouche, et elle portait un maillot de bain une pièce. Je pouvais voir ses côtes à travers le tissu moulant du maillot. Cette femme était morte. « Je t'ai dit de ne pas la regarder !» m'a crié Emma. Quelques années plus tard, on a reparlé de cet incident. Et c'est là qu'elle m'a tout raconté. Ma sœur et ses amis étaient partis camper à ce même lac il y a des années. Et une des amies d'Emma s'y était noyée. Emma se sentait toujours coupable de n'avoir rien pu faire, alors qu'elle aurait été capable de la sauver. Cette femme morte m'accompagne depuis, à chaque fois que je vais à ce lac. Elle cherche à se venger. Cette histoire est arrivée à Sacha il y a une bonne vingtaine d'années, quand il était lui-même dans la vingtaine. À cette époque, il venait de rompre avec sa copine et traversait une période de deuil très difficile. Il voulait se concentrer sur quelque chose de nouveau pour l'oublier. Il a décidé de partir camper, et en regardant une carte de la région, il s'est décidé sur un camping en montagne. Parmi les multiples montagnes de la région, il y en avait une à laquelle il n'était jamais allé. Son choix s'est donc porté sur celle-ci. Une fois arrivé, il s'est engagé sur un sentier, et au début tout paraissait normal. Mais alors qu'il avait bien avancé sur la pente raide, le chemin s'est soudainement arrêté avant le sommet. Mais il n'avait pas envie de baisser les bras et de rentrer chez lui toujours aussi triste. Il a donc continué à grimper à travers la forêt malgré l'absence de sentier défini. À un moment donné, il a entendu quelque chose bouger au-dessus de lui. Sacha s'est arrêté, gagné par l'inquiétude, pensant que c'était un animal sauvage. On aurait dit un animal en train de dévorer violemment quelque chose. Sacha s'est accroupi au sol et a lentement regardé dans la direction d'où venait le bruit. Quelque chose était en train de bouger là. Quand il l'a vu, il s'est presque évanoui de choc. C'était couvert d'une fourrure rouge et sa tête était inidentifiable. Il n'arrivait à voir que son énorme museau et bouche, où chaque croc était plus gros que son pouce. Elle mangeait quelque chose, et le son de la mastication et des os brisés retentissait dans les montagnes silencieuses. Ses mains énormes arrachaient la chair de la carcasse comme si elles déchiraient du papier. Mains qui étaient d'ailleurs similaires à des mains humaines, à l'exception de ses doigts qui étaient longs et épais, faisant environ 3 fois la taille de doigts humains. La créature mangeait la carcasse d'un énorme animal. On aurait dit un ours. Sacha était submergé de nausées, mais il s'est retenu de vomir de toutes ses forces. Parce que s'il avait vomi, la créature l'aurait probablement repéré. Il a lentement fait demi-tour, essayant de ne faire aucun bruit. Mais malgré tous ses efforts, la végétation a bruissé sur son chemin, et la créature a tourné la tête vers lui. Elle a rapidement arraché d'une bouchée un énorme bout de chair, qui devait peser une dizaine de kilos, puis elle a couru dans sa direction. Quand elle a levé son corps, Sacha a constaté qu'elle faisait près de 3 mètres de haut, et la vue de son corps immense et son apparence terrifiante lui a coupé le souffle. Ses yeux étaient d'un jaune luisant, et ses pupilles étaient tellement petites qu'elles étaient presque invisibles. La chose a couru sur ses 2 jambes comme un humain. Elle a couru vers Sacha à une vitesse terrifiante, la gueule remplie de chair de la carcasse. Sacha a senti sa dernière heure arriver. Il n'a même pas eu la force de crier. Ses jambes étaient faibles, mais il a couru de toutes ses forces. Derrière lui, il pouvait entendre la respiration lourde et les pas rapides très clairement. Il avait même l'impression que l'air que la chose exhalait lui frôlait le dos. Mais il ne savait pas si c'était réel ou juste sa peur. Il a couru si vite que ses jambes le brûlaient. Et après un moment, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de bruit derrière lui. Il s'est retourné pour voir que la chose s'était arrêtée et regardait ailleurs. C'est là que Sacha a vu un animal courir au loin, une biche. La chose a alors couru vers sa nouvelle cible. Sacha s'est dit que c'était sa chance de s'enfuir, donc il a couru vers la base de la montagne aussi vite qu'il le pouvait. Il a entendu l'animal gémir,
suivi par le bruit de ses os se brisant. Mais il a continué à courir sans se retourner. Il a eu l'impression d'avoir descendu la montagne en 30 minutes, alors qu'il lui avait fallu plus de 3 heures pour grimper là où il était. L'adrénaline de la peur lui avait fait pousser son corps bien au-delà de ses limites normales. Une fois revenu en bas de la montagne, les muscles de ses jambes étaient si faibles qu'il arrivait à peine à appuyer sur l'accélérateur de sa voiture. Il a réussi à arriver à un commissariat et a prévenu les policiers qu'une étrange créature se trouvait dans la montagne. Mais ils ne l'ont pas cru. Ils lui ont tout de même avoué que de nombreuses personnes étaient dévorées par des animaux sauvages dans cette montagne. Leurs ossements et leurs restes avaient déjà disparu quand ils les trouvaient. Tout ce qui restait d'eux en général était leur crâne. Ils ont dit qu'une terrible bête sauvage devait vivre dans cette montagne. Sacha a essayé de leur expliquer que ce n'était pas un animal normal, mais ils ne l'ont pas cru. La chose qu'il avait vue, elle bougeait ses mains comme un humain pour arracher la viande et courait sur 2 jambes. Ce n'était ni un humain, ni un animal. C'était autre chose. En rentrant chez lui, il a fait des recherches sur le net pour voir si quelqu'un d'autre avait fait cette rencontre terrifiante. Mais il n'a réussi à trouver aucune information dessus. À ce jour, il ignore toujours ce qu'était cette créature et comment il avait bien pu lui échapper vivant. Cette histoire m'est arrivée en septembre dernier, alors que je me promenais avec mon chien, Bubby. Avant de commencer le récit, je veux juste préciser que Bubby est un petit chihuahua et ne pèse même pas 5 kilos. Moi-même, je suis une femme petite et menue. J'habite dans un quartier plutôt sûr en Californie, donc je ne m'inquiétais pas trop quand il fallait promener mon chien la nuit. Le jour de cet incident, j'étais sur le chemin du retour avec mon chien, quand il a soudainement commencé à devenir très nerveux à propos de quelque chose. Bien qu'il fasse plutôt sombre, les lampadaires éclairaient suffisamment pour que je puisse voir ce qui le mettait dans un tel état. Un peu plus loin, j'ai vu une fille qui semblait avoir 13 ans se diriger vers nous. Elle portait ce qui ressemblait à un uniforme d'école, avec des chaussettes hautes rayées et des chaussures noires. Même avec la distance, je voyais qu'elle était plus petite en taille que moi. Mon chien devenait de plus en plus agressif, aboyant et grognant. J'étais surprise, c'était la première fois que je le voyais aussi hostile. Je me suis demandé ce qu'il y avait de si menaçant dans cette fille pour qu'il agisse comme ça. Je l'ai regardée de plus près, et c'est là que j'ai remarqué sa posture étrange. Elle boitait, sa tête était baissée, et elle avait des sortes de spasmes toutes les quelques secondes. Sa main droite était dans sa poche, on aurait dit qu'elle tenait quelque chose. Je pouvais à présent voir qu'elle avait de longs cheveux noirs, gras, et une frange qui lui couvrait les yeux. Mais je ne pouvais pas voir son visage du tout, puisqu'elle portait un masque qui lui couvrait la moitié du visage. Son apparence sinistre m'a vraiment fait peur. Mon chien continuait d'aboyer, ce qui semblait assourdissant dans le silence de la rue. Une fois à moins de 2 mètres de nous, j'ai pu voir ce qu'elle tenait à la main. C'était un téléphone à clapper. En passant à côté d'elle, j'ai pu apercevoir un œil injecté de sang, m'observant derrière la frange sale. Et à ma plus grande horreur, elle a fait demi-tour et s'est mise à me suivre. J'étais maintenant terrifiée. J'ai essayé de ne pas pleurer, pendant que mon chien tirait sur sa laisse, grognant et montrant les crocs. Au même moment, j'ai entendu la fille derrière moi dire « Oui, je l'ai trouvé, qu'est-ce que je fais maintenant ?» J'ai pris mon chien dans mes bras et j'ai sprinté vers chez moi. Quand je me suis retournée, la fille était toujours en train de marcher tranquillement, le téléphone encore à son oreille et me regardant fixement. J'ai juste continué à courir, je n'avais pas le choix. Je n'arrivais même pas à m'arrêter de pleurer, pas même quand je suis enfin arrivée chez moi. J'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé, mais elle ne m'a pas prise au sérieux, me disant que c'était juste une mauvaise blague d'Halloween. Donc nous n'avons jamais appelé la police. Heureusement, je ne l'ai plus jamais revue. Mais je ne prends plus de risques. Les promenades la nuit, c'est fini pour moi. Cette histoire nous vient de Blake, et lui est arrivée il y a 7 ans, quand il était étudiant à l'université. À l'époque, il avait un meilleur ami qui s'appelait Charles. Charles rêvait de devenir exorciste, et répétait toujours qu'il voulait voir ce que ça faisait d'exorciser des esprits de ses propres mains. Puisqu'il voulait s'entraîner, il utilisait souvent une planche Ouija pour invoquer des esprits malveillants. Un jour, Charles a dit à Blake qu'il avait besoin d'aide pour un exorcisme, et lui a demandé d'utiliser la planche Ouija avec lui. Puisqu'il ne croyait pas ce genre de choses, Blake a accepté sans se poser de questions. Mais il n'aurait jamais imaginé les conséquences désastreuses que cette décision aurait. À minuit, ils ont allumé des bougies et ont commencé leur séance de spiritisme. C'est là que les choses ont très mal tourné.
Charles a crié « Diable, esprit malveillant, viens ici !» Puis il a demandé si quelqu'un était bien présent dans la pièce, et la goutte a bougé vers oui. Quand il a demandé à l'entité quel était son nom, la goutte a éplé Moloch. Charles a alors lancé « D'accord, Moloch, montre-nous ta forme physique, à quoi ressembles-tu » La goutte n'a pas bougé cette fois, et la pièce est restée silencieuse. Charles, dans le feu de l'action, a crié à l'entité de leur montrer son visage terrifiant. Au même moment, une paire d'yeux est soudainement apparue sur le front de Charles. Blake a crié de surprise. Il se demandait s'il n'était pas en train d'halluciner. Charles l'a regardé, ne comprenant pas ce qui se passait. Les yeux sur son front, qui ressemblaient à des yeux de serpent, ont bougé très bizarrement. Blake a pointé du doigt le front de Charles, incapable de former une phrase cohérente. Charles s'est touché le front et a hurlé, choqué lui aussi. Une petite bouche est apparue sur son front, et la bouche a parlé d'une voix étrange. « Regarde dans le miroir, Charles !» avant d'éclater de rire. Du sang d'un rouge profond s'est échappé de cette bouche, couvrant le visage de Charles, qui est parti en courant vers le couloir, hurlant de terreur. Blake l'a suivi. Charles est entré dans la salle de bain et a sauté sous la douche, pour en ressortir quelques instants plus tard, trempé de la tête aux pieds. Il lui restait toujours du sang étalé sur son visage, le faisant luire d'une faible lueur rouge. Charles est resté figé pendant un moment, le visage vide. Les yeux et la bouche avaient disparu de son front. Aucun d'eux n'a été capable de dire quoi que ce soit. Que diable venait-il de se passer? Le corps de Charles s'est mis à trembler, le faisant sortir de sa transe. Il est retourné en courant dans la chambre et a crié « Je sais comment exorciser! Je vais envoyer ces esprits malveillants au paradis !» Il a pris un livre et l'a ouvert. Selon son titre, on aurait dit un livre d'exorcisme. Mais c'est à ce moment-là que Blake l'a vu. Quelque chose rampait dans les coins obscurs de la pièce. C'étaient des créatures de la taille de nains. Leur corps était noir, avec des bosses rouges s'échappant de leur dos et leur longue queue. Ils rampaient à 4 pattes vers Charles. Blake a cru qu'il hallucinait de nouveau. Mais Charles les voyait aussi. Son expression est devenue terrifiée, et des larmes ont embué ses yeux. Les créatures noires ont rampé vers Charles, et ont commencé à lui ronger les jambes. Du sang a giclé, et Charles a hurlé d'agonie. Blake lui a demandé d'une voix tremblante ce qu'il devait faire. Charles n'a pas répondu, mais il a réussi à regarder les livres qu'il tenait pour réciter un sort. Mais à cause de la douleur, il a été incapable de lire correctement, et s'est remis à crier. Des pustules noires se sont formées sur les jambes de Charles, et du liquide noir s'en est expulsé. Les créatures grimpaient désormais sur le corps de Charles, rongeant toute sa chair au passage. Ses yeux se sont révulsés, et il a hurlé tellement fort qu'il en a perdu connaissance. Blake s'est dit que ses parents finiraient forcément par rentrer à cause des cris et du chaos. Mais étrangement, personne n'est jamais venu dans la chambre. Il n'a fallu que quelques minutes pour que le corps entier de Charles soit recouvert de cloques noires, et le liquide noir a couvert son corps. Blake n'arrivait pas à en croire ses yeux, et n'avait pas la moindre idée de quoi faire. Au bout d'un moment, les créatures noires ont rampé de là où ils étaient venus, et ont disparu. Blake est resté paralysé, incapable de faire quoi que ce soit. Des larmes coulaient en continu sur ses joues, et quand il a regardé l'heure, il a vu qu'il était 3 heures du matin. Il a fini par appeler la police. Les policiers ainsi que les parents de Charles ont été choqués quand ils ont vu le corps de son ami. Ils l'ont emmené en urgence à l'hôpital. Ils ont demandé à Blake ce qui s'était passé, mais il avait beau leur raconter dans les moindres détails, ils ne l'ont jamais cru. C'était normal qu'ils ne le croient pas après tout. À leur place, Blake n'y aurait pas cru non plus. Charles a reçu des soins d'urgence, et heureusement, a réussi à survivre à ses blessures. Mais il lui a fallu de nombreux mois pour que son corps redevienne normal. Les médecins ont été incapables d'expliquer pourquoi son corps a soudainement été recouvert de cloques comme ça. Depuis ce jour, Charles n'a plus jamais utilisé la planche Ouija. Il a également abandonné son rêve de devenir exorciste. Il est devenu très silencieux depuis. Il ne sociabilise plus avec personne et passe la majeure partie de son temps dans sa chambre. Le temps est passé et Blake a fini par perdre Charles de vue. Mais il repense souvent à lui et se demande comment il va.